Demande de l'accueillir. Patrick Storey, PDG de Flexity SAS. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors je le disais, on va parler d'humain. L'humain dans tout ça, Patrick. Vaste question. Oui. Je répondrai un peu par une boutade. L'humain, c'est ce qui m'anime depuis... Enfin, c'est pas l'humain qui m'anime d'ailleurs dans ma carrière depuis 20 ans. C'est pas la ressource humaine, c'est la ressource de l'humain, si j'ose dire. C'est pas un vilain jeu de mots, mais j'ai été effectivement au DRH pendant des années dans des grands groupes, notamment dans le secteur bancaire, un petit peu à la mode en ce moment, parfois pour de mauvaises raisons. Et puis j'ai aussi effectivement un parcours d'entrepreneur. Donc je ne sais pas si je suis un DRH qui est tourné vers le business, ou au contraire si je suis un entrepreneur qui est particulièrement convaincu que l'humain, ou en tout cas les ressources qui sont les siennes, sont le premier levier de performance de nos entreprises. En tout état de cause, c'est la conviction que je voudrais essayer de partager avec vous durant ce petit échange. Pour commencer, je voudrais vous proposer un petit jeu. Je vais vous présenter les caractéristiques d'un pays et je vais vous demander d'essayer d'imaginer de quel pays il s'agit. Alors, c'est le pays le plus riche au monde, qui a le plus haut niveau de vie. C'est le centre mondial du business et de la finance. Sa monnaie est un standard... Il n'y a pas de buzzer, je vous rassure tout de suite. Sa monnaie est un standard international. Il dispose de la plus grande armée au monde, du meilleur système éducatif et peut-être par voie de conséquence, c'est l'épicentre mondial de l'innovation. Est-ce que vous avez une idée du pays qui se dissimule derrière ces traits de caractère? J'entends Chine par là, États-Unis, oui. En fait, c'est une vilaine plaisanterie apéritive, puisqu'en fait, il s'agit de la Grande-Bretagne en 1900. Alors, cette petite pirouette amicale, elle a simplement pour but d'illustrer le fait que notre environnement professionnel et notre monde changent de façon imperceptible tous les jours, mais que nous ne prenons conscience de ces changements que par prise de conscience brutale. Et je crois que la crise que nous sommes en train de traverser, et qui est loin d'être terminée malheureusement, a agi un petit peu sur, en tout cas dans l'imaginaire collectif de nos économies occidentales, elle a agi comme une véritable rupture, c'est-à-dire une sorte de révélateur de bouleversements qui sont profonds. J'en prends pour témoin une étude assez récente d'IBM qui s'appelle The Global CEO Study. Tous les 2 ans, ils interrogent des milliers de dirigeants dans le monde. Et ce qui ressort, de façon assez frappante, c'est que la crise n'est absolument pas perçue comme étant une étape de plus dans la vie économique ou je ne sais quel épiphénomène, mais bien un bouleversement profond qui touche jusqu'aux structures sociales de nos économies. Et je crois que la grève à laquelle tu faisais référence en est une illustration symptomatique. Alors, je ne vais pas avoir la présomption de vous balayer l'ensemble des bouleversements auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais simplement en retenir 3, parce que j'ai la conviction qu'ils sont assez symptomatiques de l'équation que nous allons avoir à résoudre, ce qui me permettra de dégager 2 facteurs clés de succès, ou en tout cas 2 enjeux auxquels nos entreprises vont être confrontées et sont déjà confrontées. Et vous comprendrez qu'on terminera assez facilement sur une condition de leur mise en œuvre qui est absolument essentielle, mais enfin, je crois que vous avez déjà deviné qu'il s'agit de l'engagement. Le premier fait majeur, je voudrais vous l'illustrer au travers de ce petit graphique qui m'a été aimablement prêté par Ecofi Investissement, par son DG, Christophe Couturier, qui nous montre la balance courante en valeur, entre d'un côté, en rose, les pays développés et de l'autre côté, les pays émergents. Ce que l'on observe, c'est que jusqu'à l'an 2000, cette balance a été à peu près équilibrée. Et à partir de 2000, on voit un phénomène massif, un énorme déséquilibre s'opérer, qui traduit d'un côté, si j'ose dire, des pays développés qui s'endettent pour consommer, et de l'autre côté, des pays émergents qui produisent et qui s'enrichissent. Alors je crois que le premier fait majeur, et en tout cas la première prise de conscience de cette crise, c'est que le pouvoir économique a changé de main. La Chine est devenue la 2e puissance mondiale économique cet été, juste devant le Japon, juste derrière les États-Unis. Et dans nos économies occidentales, nous sentons imperceptiblement que le monde a changé de côté. Deuxième fait majeur, je voudrais vous l'illustrer au travers de cette petite animation. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente ce compteur alors, c'est pas mon salaire, je vous rassure tout de suite. Par palier de 30 000. On vient de dépenser 91 694 €. Alors, en réalité, il s'agit simplement de l'accélération de la dette française. Alors quand on parle de milliards d'euros, on ne voit pas très bien ce que ça représente. Je crois que quand on met bout à bout la dette française en billets de 10 €, ça fait 30 000 kilomètres, ce qui est déjà un petit peu plus frappant. Et c'est le rythme qui est là. Alors je crois que c'est sur la base des chiffres INSEE de l'augmentation du dernier trimestre. Vous voyez que c'est assez frappant.
La conséquence du déséquilibre massif qu'on a vu dans le premier graphe, c'est que comme nos économies ne sont pas face à des taux de croissance qui sont élevés, il va bien falloir montrer notre capacité à rembourser la dette. Et nous avons, de toute évidence, devant nous des efforts qui sont assez difficiles et auxquels, à mon avis, le corps social n'est pas franchement préparé. C'est la deuxième conséquence. La troisième, je voudrais l'illustrer au travers de cette pomme. Alors n'y voyez aucune allusion à un slogan politique, ce serait du passé, ce serait tout à fait fictif si j'ose dire. En l'occurrence, je pense qu'on est en train de passer de ce que j'appelle la logique de la pomme, c'est-à-dire une logique qui est centrée sur la valeur du produit. J'ai une pomme, vous avez une pomme, madame, si on s'échange nos deux pommes, on a tous les deux une pomme. Et nous devons passer vers ce que j'appellerais l'idée de la pomme, c'est-à-dire une économie qui n'est pas centrée sur la valeur du produit, mais qui est centrée sur la valeur de l'usage de ce produit ou de ce service par un client. J'ai une idée, vous avez une idée. Si on s'échange nos idées, on a tous les deux idées. Dit en d'autres termes, le déséquilibre que l'on a vu qui se traduit en dette est le synonyme d'une désindustrialisation de nos économies qui ne serait pas si grave que ça, à la condition que nous soyons capables de réinventer les clés de la compétitivité. Et la stratégie de Lisbonne de l'Europe en 2000 a été tout à fait révélatrice de ce point de vue-là. Investissons dans les connaissances, investissons dans les idées. C'est ce qui va nous permettre de développer de l'innovation. Et c'est cette innovation qui permettra d'être compétitif et de retrouver les chemins de la croissance. Alors, je crois que vous avez compris que les deux enjeux auxquels nous sommes confrontés sont assez simples à exprimer, peut-être pas à résoudre. Nous avons devant nous une période d'effort colossale à produire. Et cette période d'effort, pendant cette période, nous devons être capables de nous remobiliser pour retrouver les chemins de la compétitivité. Et il faut faire les deux en même temps. Alors vous l'avez compris bien évidemment, sans engagement, ceci n'est pas possible. Et il s'agit bien de l'engagement de tous, les dirigeants en premier, bien évidemment, mais l'engagement de tout le corps social au service de l'intérêt collectif étant la réussite de nos entreprises. Alors évidemment, l'engagement n'est pas une chose facile, c'est une chose qui est complexe, c'est une chose qui est éminemment fragile. Alors pour vous illustrer cette complexité, je fais référence à une petite anecdote que j'ai trouvée dans un livre qui est tout à fait passionnant de Maya Beauvalet, qui s'appelle « Les stratégies absurdes » ou « Comment faire pire en croyant faire mieux ». Et elle nous relate que, en vertu de ce principe de bon sens, que deux bonnes raisons valent mieux qu'une, un référendum a été fait en Suisse où on demandait aux citoyens « Êtes-vous prêts à enterrer les déchets nucléaires ? Il faut bien en faire quelque chose dans votre canton. » Et bonne nouvelle, le taux de réponse est à 50% oui. Et puis on leur donne deux bonnes raisons pour le faire. C'est-à-dire que non seulement il y a cette incitation morale, il faut bien faire quelque chose de ces déchets nucléaires, mais en plus on vous donne une raison financière, c'est-à-dire qu'on vous récompense si vous le faites. Eh bien étonnamment, le taux de réponse oui chute de 50% à 25%, un petit peu comme si les effets de l'incitation financière étaient de nature à contrecarrer les effets de la vertu. Donc ça prouve quand même que c'est une chose complexe sur laquelle nous avons bien des réflexions à mener. Et puis c'est une chose fragile. J'ai trouvé un petit sondage intéressant. Quand on demande aux salariés s'ils pensent que les intérêts de l'entreprise et les leurs vont dans le même sens, l'année dernière, à pareille époque, ils étaient 81% à nous dire non. Un sondage TNS Sofres Altedia. Et le même sondage fait aujourd'hui, 87% nous disent non. Et si on leur demande s'ils ont confiance dans le patronat, ils disent non. Et si on leur demande s'ils ont confiance dans les dirigeants, ils disent non. Et ils n'ont pas confiance dans les syndicats. D'ailleurs, je note qu'ils n'ont pas plus confiance dans les syndicats que dans les dirigeants de leur entreprise. Donc on est clairement dans une situation de défiance. La question n'est même plus une question d'engagement, c'est une question de défiance vis-à-vis d'un modèle. Alors je crois que vous comprenez assez aisément que l'équation à laquelle nous sommes tous confrontés est assez simple à exprimer là encore. Plus que jamais, nous avons besoin de l'engagement de l'ensemble du corps social pour faire face à une période qui va être difficile, dans laquelle nous allons devoir produire des efforts auxquels nous ne sommes pas préparés. Et en même temps, il va falloir retrouver les voies de la croissance, c'est-à-dire il va falloir se remobiliser pour être innovant, pour retrouver les chemins de la compétitivité. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de l'engagement de tout le monde. Il est au plus bas et il s'exprime dans un contexte de défiance que les grèves d'aujourd'hui ne traduisent de façon assez évidente, quelle que soit l'urgence du sujet. Alors, évidemment, je n'ai pas les clés, j'ai absolument pas la pierre philosophale qui nous permet de résoudre cette équation. Pour autant, il y a deux points sur lesquels je souhaiterais attirer votre attention. Je ne crois pas que l'on puisse reconstruire la confiance si on ne fait pas preuve, tous, dirigeants y compris, ou dirigeants les premiers plus exactement, d'un sens exemplaire et irréprochable d'exemplarité.
Et alors, je ne vais pas m'étendre longuement sur ce thème-là, mais quand on voit qu'une minorité qui parfois dévie, jette l'opprobre sur tous les dirigeants qui font leur boulot sérieusement, avec le sens de l'intérêt général et avec honnêteté, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on fasse le focus uniquement sur cette minorité. Je m'étendrai un petit peu plus sur le deuxième point. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de mobilisation si on ne fait pas appel à des logiques de sens. Il va falloir trouver un sens aux efforts que nous produisons et pour l'ensemble du corps social. Et là, je pense très sincèrement que l'ensemble des modèles organisationnels, les modèles managériaux que nous avons développés pendant des années, sont parfois un petit peu contre-productifs, ou en tout cas ils sont un petit peu déficients. Je ne crois pas que la notion d'objectif nous affranchisse de la notion de sens. Alors je ferai une petite pirouette, pardonnez-moi, mais je crois que quand Martin Luther King a prononcé son fameux discours, il n'a pas commencé en disant « j'ai un business plan ». J'ai un objectif, j'ai un plan EBITDA 2008 ou 2012 ou un plan croissance 2020. Il a dit j'ai un rêve. Et je crois que ce qui est absolument essentiel à retenir dans cette idée-là, c'est que les gens sont mobilisés, c'est pas parce qu'ils partageaient le même objectif que lui, c'est parce qu'ils se sont reconnus dans le rêve qu'il incarnait. Et c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que nous avons besoin de retrouver cette capacité à redonner un sens pour l'ensemble de nos collaborateurs. Alors c'est un petit peu prosaïquement le rêve que je fais pour la fonction ressources humaines. Je crois que c'est la fête de l'entreprise aujourd'hui. Donc moi je rêve fondamentalement d'une fonction RH qui est capable de porter ça, qui est capable de reconstruire les ponts avec le corps social de l'entreprise, qui est capable de réhabiliter l'entreprise aux yeux de nos salariés. Et réhabiliter l'entreprise, c'est réhabiliter l'envie d'entreprendre. C'est ça qui me semble absolument essentiel et c'est ça qui permettra très certainement de reconstruire la confiance. Alors bien évidemment, pour faire ça, on a besoin d'une fonction ressources humaines qui soit profondément crédible, qui dispose d'une véritable légitimité d'intervention. Et je crois que là, elle doit aller plus loin que les efforts de productivité qu'elle a pu faire ces 10 dernières années, qui sont louables et effectifs. Mais elle doit s'attaquer à l'industrialisation de l'ensemble de ces processus dans tous les domaines ressources humaines. C'est là où les offres d'ADP prennent tout leur sens pour le coup et toute leur valeur ajoutée. Mais pour vous en parler, je vais avoir le plaisir de repasser la parole à ADP. Et en tout cas, je vous remercie de cette attention sur cette conviction que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Patrick Sauret. Merci infiniment d'avoir été avec nous.